Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast favori sur le college football. Vous le savez tous, on est en plein dans les playoffs et là on arrive sur la fin. On vient de pouvoir voir les deux demi-finales pour le moment qui ont été très intéressantes l'une comme l'autre. En tout cas pouvoir vous débriefer. Avant, comme d'hab, de rentrer dans le vif du sujet et vous rappeler un peu l'écart, les demi qu'il y a pu avoir, je vais vous présenter donc mes deux amis qui sont encore là avec moi aujourd'hui. Le premier, c'est mon ami Bertrand. Salut Bertrand, comment tu vas? Eh bien, très bien. On arrive à la fin de la saison, donc on va commencer à essayer de trouver des occupations pour l'intersaison, mais en tout cas, on a une fin de saison assez palpitante, c'est agréable. Exactement. Tu es content pour l'instant des playoffs que tu peux voir? Quelques petites Oui, bon, surprises, mais le niveau de jeu est plutôt sympathique. Ouais, non, c'est plutôt sympa. Puis de regarder sans pression, sans être supporter d'une des équipes, même si on préférait un peu vibrer un peu plus, ça permet de voir d'autres choses et de manière plus sereine aussi. c'est clair qu'il n'y a pas ce petit côté excitation habituel, mais bon, on est la team sans pression là, parce que le second, c'est mon ami Rosu qui n'est pas en playoff non plus. Salut Rosu, comment tu vas? Salut à tous, ça va, je profite des derniers moments de college football et même de NFL d'ailleurs. Moins de matchs, donc on les voit tous. C'est cool. C'est T'as en cool. plus l'opportunité de pouvoir aller regarder pas mal de matchs à des horaires corrects pour toi. Ouais. C'est quand même toujours plus sympa que, je t'avoue qu'il y a certains matchs, même de playoff NFL, aller les regarder à 2 heures du matin, ça devient un peu compliqué. On vieillit, hein. C'est plus comme avant quand on était jeune et qu'on pouvait y rester toute la nuit et être actif le lendemain, c'est plus compliqué. Pour rester donc sur le college football, avant de vous présenter ces deux demi-finales, donc on commencera dans l'ordre chronologique. Donc la première c'était Miami face à Ole Miss. Ole Miss qui avait donc créé un petit peu la surprise en quart de finale en ayant battu Georgia 39-34, petit rappel. Et de l'autre côté, Miami qui avait aussi créé une petite surprise, même si on avait vu un niveau pas top de Ohio State, mais qui ont battu Ohio State 24-14. Donc ils ont pu se retrouver en demi-finale l'un contre l'autre. Vous avez sûrement dû voir le résultat passer. Donc c'est Miami qui l'emporte et qui est donc la première équipe à pouvoir accéder donc au final de ces playoffs. Dans ce match, on a vu quand même deux très bons QB qui ont su mener leur équipe, qui ont fait des bons matchs. On a surtout vu quelques faits de match qu'on pourra vous en parler par la suite. Moi, le truc que j'ai envie de signaler en premier, c'est évidemment la défense de Miami, qui m'a encore une fois bien impressionné, même si cette fois-ci ils prennent un peu plus de points et j'ai trouvé quand même qu'au niveau du jeu de course, c'était quand même un tout petit peu moins performant, mais ça reste quand même très solide. On sait que pour aller jusqu'au bout, avoir une grosse défense solide, c'est important. Et j'ai surtout vu un Carson Beck qui a joué comme un patron. Je l'ai trouvé très serein. À chaque fois que je le vois, je le trouve pas exceptionnel, mais je le trouve toujours serein. Il fait le taf qu'il a à faire et c'est très important d'avoir ce genre de QB dans son équipe. Encore une fois, un transfert, ça aide toujours à construire une bonne équipe pour aller jusqu'au bout. On va commencer du coup par toi, Rosu. Qu'est-ce que tu retiens de cette rencontre? Franchement, c'était un beau match pour le coup. Beaucoup de changements de leader, donc Mm. ça restait plutôt bien. J'ai vu deux bonnes équipes. Euh, Pas mal de points qui sont quand même mis sur des gros big plays au final. Mm. Sinon, ça a été assez serré le reste du temps. Ouais, en tout cas, cette équipe de Miami, comme on avait dit la dernière fois, hein, qui est quand même solide, euh, malgré leurs deux petits accidents pendant la saison, mais bon, c'est quand même du lourd. Et de l'autre côté, Ole Miss, voilà, certains les donnaient complètement cuits avec le départ de Lane Kiffin. Ils prouvent qu'ils sont pas ridicules du tout. Qui sont même plutôt bons. Ils ont quand même des joueurs qui tiennent quand même grave la route. Leur running back, Lacy, franchement, Grosse saison, hein. Mm. il est top lui, alors qu'il a joué quand même pas mal diminué dans ce match, j'ai l'impression. Il a eu un strap un peu sur sa jambe, etc. Donc bon, ils n'ont pas pu l'utiliser autant qu'ils auraient voulu. Et puis pareil, les receveurs, Stribling et Wallace, franchement, ça tient la route aussi.
S'il y avait eu ils ont été là jusqu'au bout, ils ont même tenté un peu le mérite à la fin pour l'emporter. Est-ce qu'il n'y avait pas cette interférence ou pas? Franchement, kiff. Je n'étant pas supporter d'une des deux équipes, on va dire que ça me va. Mais bon, je comprends l'argument aussi. Et puis voilà, Trinidad Chamblis, moi franchement, c'est celui qui m'a le plus plu des quarterbacks dans cette fin de saison, dans ces playoffs. Pour un peu tout, mais quitte à avoir un match, si c'est lui le quarterback, je pense que je choisirais ce match-là, quel que soit l'adversaire. Donc ouais, dommage pour Ole Miss, mais bon, il n'y a rien à enlever à Miami en ce qui me concerne. Donc on va les voir en finale et ce sera peut-être moins rigolo. On est d'accord là-dessus. Avant de passer la main à mon ami Bertrand, il y a 2 petits joueurs également que je voulais citer du côté de Miami, comme tu as parlé un peu d'Ole Miss. Statistiquement, c'est pas ultra impressionnant par rapport à d'habitude, mais moi, c'est le Malakai Tooney, le receveur, là, le petit numéro 10, qui ressort un peu le même profil que Tariq Hill. Il m'a énormément impressionné. Ça fait plusieurs matchs que je le vois jouer. Et on va dire que c'est un profil un peu atypique parce que maintenant, les receveurs, c'est plus des prototypes grands, qui courent vite, qui sont puissants. Et c'est plus rare de voir ce genre de receveur. Je sais pas quelle taille il fait exactement, mais en tout cas, il m'a bien impressionné dans ce match. Et on sait que c'est important d'avoir un très gros jeu de course. Et là, le jeu de course qu'ils ont aussi Miami, avec Mark Fletcher Jr. qui fait encore un très gros match. Il est costaud, il fait encore plus de 100 yards, il y a 133 yards. C'est quand même énorme de pouvoir se baser sur une belle alternance comme ça du côté de Miami. Et comme tu l'as dit, on verra ce que ça va donner en finale. Ça risque d'être un peu plus compliqué. Du coup, je vais te passer la main à toi, Bertrand. Qu'est-ce que tu as pensé du coup de cette rencontre? Eh ben, à peu près la même chose que Rosu, hein. C'était vraiment un super match à suivre. C'était moi pareil, j'ai été hyper impressionné aussi par Chamblis, hein, le quarterback d'Ole Miss, qui vraiment est plaisant à regarder jouer, qui fait pas beaucoup d'erreurs, qui fait les bons placements, qui s'échappe vite, voilà, qui est vraiment le prototype du quarterback qu'on attend maintenant de nos jours. Et puis moi j'ai eu un tout petit coup de cœur, et puis je vais le mettre en avant, mais vous connaissez mon côté un peu romanesque. C'est le kicker, hein, de Ole Miss quand même, qui marque 13 points sur les 27, c'est quand même pas rien. Et puis avec notamment 2 kicks de plus de 50 yards, ce qui est quand même aussi hyper impressionnant pour un joueur qui l'année dernière était à Western Kentucky University, donc qui sort un peu de nulle part. Et là il leur permet quand même pas mal de rester dans la partie, et clairement c'est la défense de Miami, hein, qui a fait la différence. C'est vrai que c'était impressionnant. La défense de Miami était impressionnante. Effectivement, au final, ça sera peut-être un chouïa différent. Mais voilà, c'était une super belle finale. J'ai eu pas mal de rebondissements. Enfin, c'était très serré. Ça s'est joué effectivement à pas grand-chose. Le dernier jeu, effectivement, je pense que les supporters de Ole Miss vont en parler pendant quelques mois. Miami aussi, mais pas dans le même sens. Voilà, c'est toujours, hein, quand on a parti pris après l'interprétation des règles. Est-ce que la seconde était passée, le temps était déjà fini? Enfin, c'est beaucoup d'interprétations dans des moments qui sont un peu compliqués, mais voilà, c'était un échange entre 2 équipes qui étaient franchement investies. Ça a tapé très fort, j'ai trouvé aussi, hein. Les chocs étaient aussi, je trouvais, enfin, assez impressionnants. Ouais, une excellente demi-finale qu'on adore regarder, que tout passionné du college football aime regarder. Il y avait une belle défense, il y a des attaques qui étaient aussi très jolies, et puis enfin voilà, c'était vraiment hyper agréable à regarder. Bien plus que la deuxième. Mais ça, on va en parler aussi. On est d'accord. Ouais, le kicker, je crois, à un moment, même, il a mis le kick-off entre les poteaux, je crois bien. Oui, c'est ça. Mais non, il a une sacrée cuisse, hein. Et malheureusement, il en a raté un. Bon, voilà, ça aurait fait 3 sur le poteau, quoi. Voilà. C'est vrai que le poteau, mais vraiment pas les micros sur les poteaux, je sais pas comment ils sont mis, mais à chaque fois, on entend super bien le bruit. Alors qu'il y a quand même un sacré bruit dans le stade, il faut quand même le préciser. Je sais pas où ils mettent les micros, mais ils ont
bon. Ah, je Est-ce pense qu'il met, que ouais. il met un poteau rentrant aussi, je crois. Il met Ouais, un ouais. poteau Field rentrant goal, ouais. aussi, mais c'est vrai Ouais. qu'il voilà, il a tenté quand même des field goals Mm. qu'on voit rarement dans le college football, de plus de 50 yards, c'est quand même pas rien. Il y en a un de 54 et un de 56, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'est ça, mais ouah, enfin, faut les mettre, 54 yards et 58, pardon, voilà. Ce qui est quand même Ouais, un peu une belle plus jambe, que la moitié du terrain quand même. Donc voilà, c'est quand même pas rien. Ça permet quand même beaucoup à l'équipe aussi de rester au contact et qu'on garde ce côté proche et ce côté suspense, parce qu'après ça aurait pu creuser quand même l'écart assez rapidement. 13 points en demi-finale de college football, c'est pas rien. Donc, belle performance de lui, mais après, belle performance des deux équipes qui nous ont offert vraiment un beau spectacle de football. Très Pour le méritant. coup, quand même, je trouvais qu'il inspirait quand même pas mal confiance, le gars. J'avais quand même l'impression que quand tu avais le ballon en attaque, tu te dis, bon, si on arrive aux 40, tu fais C'est 3 bon. points tranquilles au minimum. C'est ça. Ouais, c'est ça. Non, et puis serein, enfin vraiment, quand tu le vois se mettre en place, tout ça, on sent pas que son coach lui dit vas-y, va tenter un field goal de 58 yards, enfin il y va limite tranquille, quoi. Il n'y a pas de pression. Ouais, non, on n'a pas tous la même, Non, je ne serais la pas même allé avec tout à sérénité fait dans les toutes mêmes les outils, équipes. quoi. C'est clair. Surtout à ce stade de en demi-finale, quand même, faut C'est y ça. aller. Justement, j'ai une petite question pour vous. Côté Ole Miss, je pense qu'il y en a très peu qui les annonçaient aller jusqu'en demi-finale. Enfin, même si jamais on a quand même vu de très belles choses, offensivement, ça a quand même été très beau cette saison. Je pense qu'il y en a quand même très peu qui les voyaient en demi-finale. Est-ce que pour vous, en plus le fait d'avoir fait les playoffs sans leur head coach, est-ce que c'est quand même une saison réussie pour eux? Et est-ce que justement ça pourrait de procurer de bonnes choses pour la saison prochaine, même on sait que les effectifs bougent pas mal. Est-ce que pour vous, c'est quand même une saison réussie? Commencer par toi, Bertrand, si tu veux donner ton avis Oh, là-dessus. clairement, c'est une saison alors, sportivement très réussie parce que je pense pas, quand on en a parlé en début de saison, même si on avait dit qu'effectivement c'était une équipe sur laquelle c'était sérieux, on n'aurait pas mis beaucoup de nos économies pour qu'ils soient C'est clair. en demi-finale. Après, là où le côté sportif, effectivement, est gagnant, le côté extra-sportif avec le départ de Lane Kiffin un peu en fin de saison, un peu en eau de boudin, un peu voilà, je pense que ça ternit un peu le tableau. Bon, maintenant qu'ils sont éliminés de la finale, je pense que les effectifs vont sûrement bouger un peu plus, même si Chambly a dit ah bah non, il voulait revenir, mais la NCA l'autorise pas à revenir une année Ouais. de plus. Donc ça va forcément un peu changer. Lane Kiffin, voilà, est-ce qu'il va réussir à faire revenir à LSU son running back tout porte à le croire. Donc bon, il y a plein de choses qui vont bouger. Est-ce que ça veut dire que l'année prochaine, ils seront au même niveau? Aujourd'hui, clairement, sans savoir qui est sur le portal transfert ou les recrues, c'est difficile à dire. Forcément, ça bouge tellement vite. Mais en tout cas, ouais, c'est clairement une saison réussie pour les joueurs qui se sont mis en avant, pour pas mal de choses. Voilà, sportivement, c'est une saison plus que réussie, sachant que personne ne les voyait, je pense, en play-off en début de saison. Et ils ont fait un sacré parcours. On est d'accord. Pareil pour toi, Rose, même question. Est-ce que tu penses que c'est une saison Ouais, réussie je suis d'accord. Ole Miss, c'est un bon programme et ils n'ont jamais connu autant de succès. Donc, ouais, définitivement une bonne saison pour eux. Après, quand on a un programme voilà, qui n'est pas un top programme comme eux, dès que tu as une bonne saison, bah, du coup, tu te fais un peu piller. Bah bon, voilà, par exemple, Chambly, moi, je comprends pas vraiment pourquoi il se présente pas à la draft, tout simplement. Hein. Je vois pas. C'était ma seconde question, justement. Je trouve qu'il n'est pas beaucoup plus ridicule que les Mm. autres, d'autant qu'il y a plein de QB justement qui ont déçu, qui n'y vont pas. Bon, pour le coup, moi, je pense qu'il peut aller à la draft plutôt serein comparé à beaucoup d'autres. Hein. On est d'accord, justement, c'était ma seconde question que je voulais vous poser par rapport à Chambly. Est-ce qu'il pourrait avoir justement la possibilité d'avoir un spot en NFL? Pour moi, c'est une très belle option de 2-3e QB. On sait que les saisons NFL, c'est quand même rude et compliqué. Ça peut arriver souvent. Il y a pas mal de QB qui se retrouvent blessés. Je pense là dernièrement encore aux Chiefs qui ont perdu justement la fin de saison où ils devaient gérer. Ils ont perdu coup sur coup Mahomes et derrière le QB2 Kenner Minshew. On a vu
C'est Riley Leonard, je crois que c'est Riley son prénom, je me souviens plus. Oui, Notre-Dame. Qui Notre-Dame, est à Notre-Dame et qui était QB3, il me semble, au Colt. Avec le succession de blessures, s'est retrouvé à jouer le dernier match de la saison et a fait un très très bon match, une très belle stat. Est-ce que ce type de joueur, justement, ne pourrait pas tenter sa chance en NFL et justement récupérer un spot intéressant? Je sais pas ce que tu en penses du Bah, coup, oui, Rosu. oui, d'autant que Un d'autant que peu pour moi, l'archétype en plus du QB moderne, quoi. ouais, je sais pas, mais en tout cas, je vois mal comment son image serait meilleure en fin d'année prochaine, quoi. Ah bah ça Donc c'est clair. pour lui, voilà, d'un sens, ça lui évite le choix que la NCAA allait refuser, à raison d'ailleurs, en ce qui me concerne, j'en ai ras-le-bol des vieux qui jouent Ouais, d'accord. Hein. en NCAA. Donc ouais, franchement, tant mieux, hein, ça le pousse à y aller, et à mon avis, c'est tout bénef pour lui. Pareil pour toi, Bertrand, du coup, tu Oh es bah d'accord oui, avec oui, moi enfin, là-dessus. clairement, s'il y avait un moment à choisir pour aller à la draft, c'est après une saison comme celle-là, hein, clairement. Hein. Il a montré de quoi il était capable, il a emmené son équipe jusqu'en demi-finale du college football, ce qui est quand même pas donné à beaucoup de quarterbacks. Et puis quand on voit l'état des quarterbacks en ce moment en NFL, où on est obligé de faire revenir un Philip Rivers qui a C'est passé les incroyable. 40 ans, ben, il y a un moment, je pense Faire que jouer un Aaron Rodgers voilà, c'est hier, ça. c'était Ouais. pas Ouais, non c'est plus ça. Donc, fantastique. il y a un moment, il faut que les jeunes, ils aillent prendre leur place. Alors après, je dis pas que il peut potentiellement être drafté assez haut, je pense. En tout cas, au premier tour, j'ai pas trop de doutes vu les besoins qu'il y a en NFL. Après, Carrément. est-ce qu'il sera tout de suite titulaire? Je pense pas, parce qu'il faut quand même s'aguerrir. La NFL, c'est quand même pas la même chose. Mais s'il part pas maintenant, il partira jamais. Et puis alors là, je partage complètement l'avis de Rosu. C'est bon, les mecs qui ont 30 ans qui jouent encore en college football, il y a un moment, Ouais, c'est abusé. allez-y les gars, ou alors arrêtez. Je sais pas, on n'est plus en université. Voilà, Mais justement, en plus, on aura l'occasion de faire notre mock draft le moment venu, justement. Mais en soi, des bons QB devant lui, j'en vois pas 50 non plus. Comme tu l'as dit, ce poste-là, c'est un poste qui est très particulier. Il y a toujours des besoins en NFL. C'est étrange quand même à ce niveau-là qui se présente pas en tout cas à la draft. On verra si. Je sais pas, il y a encore un peu de temps, je pense, Bah, il pour le annoncer. fera, hein, de toute façon, il n'a pas le choix. il n'y a Ouais, pas le choix là, de toute façon. ouais, Ou alors il change de sport, hein, mais ça ouais. m'étonnerait qu'il veuille changer de sport. Très grave. Mais ça, ce sera un autre sujet aussi, en parler par rapport aux joueurs qui sont un peu trop vieux. Juste petit aparté concernant le NCAA, mais basket. Je sais pas si vous avez vu passer l'info, mais il y a un joueur qui a été drafté en NBA, Ouais, j'ai vu ça. qui n'a jamais joué, il me semble, imiter NBA, qui est parti jouer en Europe. Et le mec, il a quel âge? 23-24 ans, je pense. Peut-être un peu plus vieux. Et là, il signe à Baylor. Il retourne à l'université parce qu'il est entre guillemets encore éligible. Alors le mec, il a joué avec des darons pendant plusieurs années en Europe et là il va se retrouver à retourner à l'université. Il faut qu'il commence à essayer de regarder un peu à ce niveau-là parce que ça devient très particulier et il n'y a plus aucun sens pour moi et la logique commence à être compliquée quand même à ce niveau-là. Si avec ça. Si avec Oui, ça, ouais, c'est sûr, mais bon, déjà ça c'est quand même énorme. c'est des conséquences aussi, hein, indirectement ou directement de tout ce qui est la politique NIL et compagnie. Hein. Les mecs, ils ont plus de chances de se faire un peu d'argent Ah bah en ouais. NCA et de revenir de manière plus serein. Chambly, je ne sais pas si c'est le cas ou pas, mais je pense qu'il touche assez d'argent et peut-être plus d'argent en étant Lemis qu'à cirer le banc en NFL. Euh, en fonction de quel tour de draft il part, l'argent est plus tout à fait le même, en tout cas le salaire est plus tout à fait le même. Donc forcément, hein, ça doit faire réfléchir et se dire, je préfère rester en college football où je vais briller et je vais gagner pas mal d'argent plutôt que d'aller me faire étrier en NFL par des linebackers et des defensive line qui font 3 fois ton poids, lancer à pleine vitesse. Ça doit faire réfléchir forcément. Bon, c'est Quand un même, effet pervers. tu as quand même les exemples Nesmayer et Drew Allard, je pense qu'ils ont quand même refroidi un peu du monde. Oui. Ouais. Et puis voilà, on disait, j'avais vu passer justement par exemple CJ Stroud qui vient à peine d'avoir 22 ans, je crois, qui a déjà plus de 40 matchs en NFL. CJ Stroud, ça veut dire que dans 2 ans, il est éligible à un nouveau contrat balèze. Hein, donc c'est bien de voir l'immédiat pour l'année prochaine, mais dans le long terme, voilà, s'ils réussissent en NFL, ça leur fait quand même beaucoup plus de temps pour faire du vrai argent, quoi. Donc, c'est sûr.
Oui, À c'est sûr. voir. Et dernière petite info avant de passer à l'autre demi-finale, leur run Kewan Lassie qui me semble a prolongé avec Ole Miss, donc ça c'est une bonne nouvelle pour eux, qui gardent une de leurs grosses armes. Et petite info comme ça par là, il vient de Dallas, dans le Texas. Il aurait pu aller à Pareil Austin, aussi, pas très loin, enfin Austin, pareil lui aussi pour Dallas aller c'est à la 3 heures draft. quoi. Ah ouais, bah lui Oui. clairement ouais, ça aurait été possible. Mais bon, en plus, bah, pour moi, je pensais qu'il allait plutôt aller au transfert portal, parce qu'au vu de la saison qu'il a fait, Ole Miss, ils perdent leur head coach, ils vont perdre leur QB1, ils vont perdre pas mal de joueurs. Je pensais qu'il allait tenter sa chance et refaire encore une saison dans une écurie un peu plus grosse, on va dire. Il a choisi de rester signé. On sait que maintenant, avec les finances qu'il y a, ça doit jouer aussi beaucoup. Je pense, je sais pas le contrat qu'ils lui ont proposé, mais il lui prendre un bon paquet d'argent quand même, parce que ça va être sûrement l'arme numéro 1 la saison prochaine, en voyant ce qu'ils vont recruter par la suite. Mais donc, du coup, c'est quand même une bonne nouvelle pour eux qui gardent quand même un joueur aussi productif. On va passer directement donc à la deuxième demi-finale. Pareil, comme petit rappel, on en avait déjà eu l'occasion d'en discuter lors du précédent podcast. Oregon qui avait gagné 23-0 contre Texas Tech. Très déçu de ce qu'avait pu montrer Texas Tech dans cette rencontre, et surtout Morton qui était totalement passé à côté. Et de l'autre côté, ils affrontaient Indiana, l'équipe qui était toujours invaincue pour le moment, qui fait une très grosse saison et qui avait totalement détruit, j'ai envie de dire, Alabama 38-3. C'était clairement un no-match. Et donc, du coup, on retrouvait Indiana face à Oregon et on a eu une nouvelle fois un no-match. Ils ont quand même gagné 56-22 en demi-finale de Bluff. C'est quand même un très très beau résultat. Pour commencer, j'aime le rappeler et je voulais aussi préciser en off. Moi, je pense que la première chose que j'ai envie de dire, ce qui m'impressionne le plus, c'est la défense d'Indiana. Leur D-line est ultra impressionnante. Ils mettent une très très grosse pression sur les QB adverses. Peu importe les équipes contre qui on joue, on voit qu'ils restent sérieux, qu'ils restent appliqués, et c'est toujours la même chose. Et de l'autre côté du terrain, j'ai envie de dire, c'est le lien et la compréhension qu'il y a entre le head coach et le QB Titu Fernando Mendoza. Elle est impressionnante. Les jeux sont toujours appelés au bon moment. Mendoza, c'est toujours chirurgical comment c'est bien appliqué. Ils arrivent bien justement à mixer entre la passe, le jeu de course. Mendoza, on a vu quand même, malgré son physique, parce qu'il est très grand, il a quand même des bonnes jambes. C'est pas un QB hyper explosif, mais on voit qu'il y a quand même des jambes. Je pense clairement, pour ma part, ça risque d'être celui qui va être choisi en numéro 1 la saison prochaine à la draft, en sachant que je ne me souviens plus qui a le pick numéro 1, si c'est entre les Jets ou les Riders. Mais en gros, peu importe. C'est les deux, ils ont besoin d'un QB dans tous les cas, donc quoi qu'il arrive. À mon avis, ce sera Mendoza qui sera premier. Et pendant longtemps, justement, on avait beaucoup comparé les deux avec Dante Moore de l'autre côté, qui était annoncé aussi très haut justement à la draft. Certains même commençaient à dire que potentiellement, ce serait peut-être plus intéressant de prendre un Dante Moore parce que plus de potentiel que Mendoza, plus mobile, etc. Bah, écoutez, je pense qu'on a eu notre réponse directement au vu de ce match, parce que malgré que, ok, peut-être que Mendoza a déjà atteint un certain plafond, même si on peut toujours s'améliorer en NFL, je trouve qu'il a totalement montré que c'était un patron. Moi, personnellement, parfois, je préfère aller sur des joueurs un peu plus vieux, qui sont plus sereins, qui ont plus d'expérience, et qui sortent mieux le football que d'autres. Mais bon, je pense là qu'au vu du match, c'est sûr et certain que Mendoza risque de finir devant Dante Moore. Avant de rentrer un peu dans les petites questions autour de ces deux équipes, on va commencer par toi. Du coup, Rosu, qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre très intéressante? Je pense que malheureusement, Oregon, ils ont manqué un peu de. Ils ont manqué de vigilance au début de match, on va dire. Ça, c'est clair, première action. Voilà, premier play, boulette, avec l'interception pick six. Donc ça, tu vois. Après, voilà, l'erreur sur le RPO ou le running back Touche la balle aussi. Enfin, touche à peine la balle du bout de l'épaule et juste au moment où il lance, quand même, ça c'est pas de chance. Mais là, on se disait quand même que bon,
ça commençait à faire beaucoup, et puis surtout que c'était pas fini. Bon, heureusement, dans le premier drive qu'ils ont fait un bon gros drive. Dans le premier, juste après le deuxième. non intercepté, quoi. Mhm. Donc, on va dire le Le deuxième. premier vrai drive, quoi. Le premier vrai drive, ils ont quand même montré qu'ils avaient du répondant. C'était un peu long, c'était dur, mais bon. Et ils sont quand même arrivés à réduire le score. Donc à ce moment-là, c'était à peu près probable. Et puis après, voilà, ça a été justement les fumbles, les boulettes. Et puis tout réussissait de l'autre côté à Indiana. Donc effectivement, on va dire que c'était déjà plié à la mi-temps. Puis la deuxième partie, c'était un peu voilà, pour faire tourner l'horloge, même si Indiana, c'est pas le genre d'équipe qui va vraiment ralentir. Mais bon, ils ont quand même, voilà, à la course, en tout cas, ils se sont fait plaisir aussi. MB et Black, les deux running backs, ils ont fait très mal aussi à la défense d'Oregon, qui avait été quand même super contre Texas Tech. Donc ouais, bonne performance d'Indiana, quand même deux philosophies un peu qui s'opposent. À Oregon, qui a toujours des classes de recrutement qui sont très, très fournies, on va dire. Indiana, de l'autre côté, bon, effectivement, ils disaient à la fin du match, il n'y a pas un seul 5 étoiles, etc. dans l'équipe. Mais bon, en même temps, ils ont 30 ans aussi, donc c'est normal qu'ils soient un peu plus forts. Donc voilà, par exemple, il y avait un des corners d'Oregon, qui était pas mal, par ailleurs. Brandon Finney, je crois, qui était titulaire sur un des côtés. C'était un true freshman. De l'autre côté, il se ramasse un Sarat qui voilà, qui est voilà, nettement plus Jack est bon, mais bon, qui est nettement plus âgé aussi. Donc Il y a au moins 5 ans. Voilà, il y a des explications à avoir aussi. Je pense que notre ami Brandon Finney, pour être titulaire dans un match comme ça, doit quand même avoir des qualités. Donc voilà, je regarde. Par exemple, dans le match de Texas hier, Kamari Lassiter, c'était sa deuxième de Houston. C'est sa deuxième saison NFL en playoff. Il est impressionnant. Il est à 21 ans, le mec. Donc bon, voilà. C'est deux salles, deux ambiances, on va dire. Et, Indiana, en tout cas, pour l'instant, sa philosophie paye. On va voir ce qu'ils vont faire déjà la semaine prochaine, mais ce qu'ils vont faire dans l'avenir, parce que là, ils ont quand même ils ont beaucoup de seniors. Ils ont tout leur corps un peu de l'équipe, des anciens transferts de GMU qui sont venus en même temps que le coach, qui va partir aussi. Donc ça fait beaucoup de changements. Donc voilà, est-ce qu'ils vont rester dans cette même philosophie ou est-ce qu'ils vont partir sur des mecs un peu plus réputés, ce qu'ils ont quand même un peu l'air de faire sur le transfert portal là. On va voir, mais ça va être un gros changement pour l'équipe. Je pense que en termes de culture, etc., ils vont quand même, ça va quand même se maintenir, vu le coach et puis toute la structure qu'il y a. Il n'y a pas de raison non plus que ça parte trop en sucette. Mais est-ce que voilà, le fait d'avoir des types vraiment différents, d'avoir des mecs qui ont toujours été un peu stars, au contraire de là, des mecs qui étaient un peu des types qui cherchaient une revanche, qui avaient faim, etc. Est-ce que ça va pas, est-ce qu'ils vont pouvoir quand même maintenir tout ce niveau cet esprit d'équipe, ce collectif qui fait vraiment leur force. Et donc voilà, encore un match en tout cas à voir. Très belle équipe que c'est. Il n'y a pas à tortiller, comme on dit. C'est gros, c'est fort. Donc très bien pour eux. Et puis voilà, déplacement à Miami pour la finale. Match intéressant pour le coup. Si j'étais supporter des Hurricanes, ça me ferait un petit peu mal de lâcher 5000 balles pour mon billet, vu les probabilités. Mais bon, C'est clair. on ne sait jamais. On aura l'occasion d'en reparler après, mais c'est bien, on est connecté parce que du coup c'était la question que j'avais pour vous. Je vais te laisser Bertrand du coup d'abord parler de cette rencontre et ensuite j'aimerais avoir ton retour également sur ça. Est-ce que pour vous, donc je serai pour toi, Indiana c'est un one shot cette saison ou alors
ils vont justement avoir la possibilité, en travaillant bien, de pouvoir se reconstruire et d'essayer de retourner en play-off la saison prochaine. Alors déjà pour parler du match, voilà, je vais un peu paraphraser Rosu, mais effectivement, ça a joué à armes égales, on va dire, entre guillemets, si on met le premier pick six des 10 premières secondes, on va dire pendant une dizaine de minutes, et puis après ça a été Indiana qui a pris le dessus, et puis Oregon a jamais été en capacité de raccrocher. Voilà, c'est Indiana, c'est costaud, ça a de l'expérience, ça, voilà, on sent que c'est au-dessus, ça joue bien. Leur défense à chaque fois, enfin la défense d'Indiana a toujours mis, a fait les big plays qu'il fallait, les stops qu'il fallait, a sorti même un bloc de punt. Voilà, quand on regarde les stats, c'est assez drôle parce que l'attaque d'Oregon a quasiment le même nombre de yards gagnés que l'attaque d'Indiana, alors qu'on voit bien que sur le scoreboard, 56-22, c'est pas tout à fait la même danse. Mais ça s'explique pourquoi, parce que l'attaque d'Indiana récupérait la balle à chaque fois dans les 40 adverses minimum. Donc forcément, quand on est dans ces dispositions-là, c'est quand même beaucoup plus simple d'avancer et puis que de faire des drives de 25 minutes à chaque fois. Donc voilà, c'est sûr, Indiana, c'est quasiment que des vétérans, hein. Ils ont beaucoup travaillé sur le portail transfert à l'intersaison l'année dernière. Et du coup, ça va boucler avec la question, hein. Est-ce que c'est un one-shot? Clairement, aujourd'hui, on peut dire oui, parce que la moitié de l'équipe, voire plus l'année prochaine, ne sera plus là. Est-ce qu'ils vont réussir avec la même philosophie et à garder cette philosophie, en tout cas dans le recrutement, de prendre des plus âgés qui n'ont pas forcément été des grandes stars, en tout cas en high school, voilà, qui ne sont pas des 4 et des 5 étoiles, mais des mecs qui en veulent. Ça va forcément donner des idées à d'autres équipes aussi, c'est certain. Parce qu'effectivement, ils n'ont pas les mêmes moyens que des grosses écuries qu'on ne citera pas aujourd'hui, pour pas parler tout le temps d'eux, mais qui recrutent à grands coups de transfert, à gros coups de millions. Caroline du Sud, tu veux dire? Exactement. Je le disais aussi. Voilà, ils n'ont pas les mêmes moyens, ils recrutent des mecs qui en veulent, qui veulent se montrer. C'est une philosophie, ça marche cette année. Est-ce que ça peut prendre l'année prochaine? C'est compliqué à savoir, mais effectivement, je pense que ça va faire des petits dans le college football, forcément. Il y a des équipes qui vont prendre exemple là-dessus, qui vont essayer de recruter des 3 étoiles qui ont du temps de jeu un peu ailleurs et puis qui ont du talent. Après, il faut dire que le coaching staff aussi fait un sacré boulot, hein. Clair, ouais. Ça n'arrive pas comme ça par le Saint-Esprit, hein. Il y a un gros travail derrière. One shot ou pas, moi c'est le genre de pari. Alors déjà, de pronostiquer un match, c'est compliqué. Alors une saison complète l'année prochaine sans avoir vu les différents transferts, c'est plus des économies qu'il faut que je fasse. Il va falloir que je gagne à l'euro-million. Mais ouais, c'est compliqué. Pour moi, voilà, c'est une stratégie qui a payé cette année. Est-ce que ça pourra marcher? Est-ce que l'alchimie va prendre aussi? Ils ont signé, je crois, Indiana a signé un QB. Je ne sais pas s'ils ont signé ou pas, d'ailleurs, j'ai pas regardé, j'ai pas fait j'ai vu passer, je crois, mais je me souviens plus Est-ce qu'il sera du talent de Mendoza cette année aussi? Est-ce que ça matchera aussi bien avec le head coach? C'est beaucoup de critères assez difficiles à mesurer et à se dire ça va remarcher l'année prochaine. Josh Hoover de TCU, c'est... Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, qui a fait une très belle saison aussi pour le coup. Mais je pense que c'est ce que tu as relevé à la fin, c'est exactement ce que je pense. Et surtout, peut-être du talent de Mendoza ou non, je trouve que c'est surtout le fait que ça a totalement bien matché entre eux. Je pense que retrouver une alchimie comme ça risque d'être compliqué quand même avec un prochain QB, même si Josh Hoover a l'air quand même un peu du même profil que Mendoza. On sait très bien qu'ils l'ont pas pris pour rien, c'est le genre de QB qu'ils ont besoin. On sait que tout tournait quand même, c'était comme la plaque tournante du jeu Mendoza cette saison. On verra ce que ça va donner du coup pour Hoover la saison prochaine. Du coup, même question pour toi, Rosu, est-ce que tu penses que c'est un one-shot ou alors ils vont pouvoir refaire une belle construction comme l'année dernière? Non, moi je pense que c'est pas un one-shot. J'ai écouté pas mal de trucs du coach, même des conférences, etc. Je pense qu'il a quoi être assez serein, à mon avis. J'ai appris
D'ailleurs, que apparemment Indiana, ils avaient la deuxième plus grosse base d'alumni après Texas. Donc il y a peut-être beaucoup d'argent. Voilà, ils ont notamment Mark Cuban, le propriétaire des Dallas Ouais, Mavericks, l'ancien. un alumni, ouais, qui en tout cas a l'air d'être content de ce qu'ils font et donc qui met des sous dans l'affaire. Donc, tant mieux pour eux. Et puis, voilà, je pense que effectivement, ils pourront se tromper sur quelques mecs, mais ils auront déjà beaucoup plus de mecs qui seront à même de venir, donc ils pourront encore plus trier. Voilà, je pense que le succès appelle justement tous ces, On est d'accord. tout ça. Donc, pour moi, ils vont pouvoir même prendre le temps de choisir et même voilà, de faire leurs décisions. Ils vont avoir des mecs qui vont venir chez eux pour gagner plutôt que pour le pognon. Donc ouais, moi, ils m'ont l'air quand même assez bien structurés pour continuer de la sorte. Après, voilà, s'ils recrutent 4-5 receveurs, ils en ont essayé donc 3 qui marchent, ça suffira. Hein. Donc ouais, moi je pense qu'ils vont être dangereux dans le Big Ten, sachant qu'ils étaient déjà bons l'année dernière. Voilà, je pense que ils jouent sur la règle. Là, ce qu'il dit toujours le coach justement, c'est que il choisit la production par rapport au potentiel. Voilà ce que permet le transfert portal, contrairement justement à avant où c'était tout sur le potentiel parce que tu n'avais pas vraiment le choix. Voilà, pour la continuité, etc. C'est vrai que moi je trouve que c'est quand même problématique justement que dans la réussite dans un sens pour voilà, tous les mecs de high school. Et c'est problématique aussi pour les universités qui prennent des mecs de high school justement et qui se décarcassent à les former, à les faire progresser pendant 2 ans pour qu'au final après les mecs se barrent. Même dans des gros programmes. Et on voit par exemple, quand je disais le succès, voilà, appelle le succès, à Alabama, sur le portail des transferts, voilà, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était le grand méchant loup qui prenait tout ce qu'il voulait. Là, ils ont fait une saison un peu moyenne, alors malgré qu'ils soient qualifiés en play-off, mais c'est vrai que vu la façon dont ils ont perdu, bon voilà, il y a peut-être eu de la perte de confiance pour aller au bout, quoi que ce soit. D'un coup, c'est beaucoup plus dur. Donc voilà, c'est un peu comme en NFL, quand il y avait Tom Brady aux Patriots, les free agents, ils venaient avec la moitié c'est du sûr. salaire qu'ils auraient pu avoir ailleurs. Donc dans un contexte comme ça, pour moi, je vois pas pourquoi Indiana, il se trouverait vraiment, même s'il se loupe sur un ou deux mecs, il n'y a pas de raison que les autres qui sont à côté prennent pas le relais. Donc ouais, le Big Ten qui est revenu en force grâce à Indiana et puis un peu Oregon aussi, sachant qu'ils avaient déjà gagné l'année dernière. Je pense qu'ils ont trouvé une autre équipe sérieuse. Beaucoup de disparités en plus dans le Big Ten à mon avis. Et donc ça fait que les grosses équipes justement, voilà, seront encore de toute façon à l'arrivée au final. Donc pour eux, voilà, ils auront peut-être 3 gros matchs dans leur année l'année prochaine. Donc il n'y a pas de raison qu'ils retombent, hein, même s'ils sont un peu plus moyens. Bon. Mais justement, pour terminer sur Indiana, quelques petits mots sur ce choix Josh Hoover, qui pour moi, personnellement, je pense que c'est un très bon choix parce que pendant longtemps, alors j'ai plus les stats exactement en tête de tous les QB, mais il avait été parmi les QB les plus productifs cette saison. Il Ouais, finit ça suit comme, la même logique. Hein. Donc ouais, c'est pour ça, il n'y a pas de raison. Ils ont une recette qui exactement. marche, il n'y a pas de raison qu'ils s'arrêtent. Hein. C'est pas un QB, j'ai envie de dire, du même calibre, par exemple, au niveau créativité que Chamblis, dans le style un peu. C'est plus justement le même style que Mendoza. Bon, il finit quand même à plus de 3400 yards, 29 TD et 13 interceptions. Donc je pense que c'est un très bon choix pour eux et j'ai hâte de voir ce qu'il va pouvoir montrer Indiana la saison prochaine. Oui, puis de toute façon, Signetti, je suis pas sûr que son kiff, c'est d'avoir un QB qui fait Ça tout et n'intéresse n'importe pas, quoi, ouais. sauf ce qu'il lui a demandé. Hein. Exactement. Donc pour lui, on t'a dit de faire ça, tu fais ça, et puis point Oh, final. exactement. On le voit que c'est un mec assez Juste fais le style bien, c'est tout ce qu'on te militaire, demande. voilà. Ouais. C'est très carré, il n'y a pas un sourire qui passe. Et justement, on avait pu en discuter en off tous les deux quand on regardait le match. Je trouve que il a réussi à son caractère et son style, il a réussi à le transmettre à son équipe. Et tu le voyais qu'offensivement, que ce soit défensivement, les mecs, ils faisaient ce qu'ils avaient à faire. C'était très froid, très sérieux. Et c'est rare de voir comme ça un entraîneur qui arrive autant à diffuser
sa philosophie à une équipe. Et c'est ce qui m'impressionne le plus, c'est ce qui est le plus beau pour le parcours de Indiana. Je sais, Bertrand, que toi qui adores les belles histoires, je suppose que tu as envie de voir Indiana aller jusqu'au bout. Oh bah là, effectivement. Bon, après, en plus, en termes de statistiques et de probabilités, clairement, je pense que Indiana est quand même au-dessus. En plus, ça serait une saison parfaite, hein, aucune défaite. C'est quand même, ça devient de plus en plus rare. Donc, quand ça arrive, on peut en profiter. Et puis c'est une équipe qui est montée crescendo. C'est une équipe qui joue sérieux. C'est une équipe qui joue bien. C'est agréable à regarder. Franchement, c'est bon, voilà, ils ont le tapis rouge. Alors après, attention. Bon, là, je pense qu'effectivement, comme tu l'as dit juste avant, hein, Signetti, il n'est pas là pour rigoler et s'il y en a 2-3 qui prennent la grosse tête, ça va vite rentrer dans le rang, parce qu'il ne faudrait pas pêcher par excès de confiance en disant, voilà, c'est la saison parfaite, ou alors trop de pression aussi. Je pense que là, pour la peine, il va bien gérer le mental des équipes. Effectivement, je pense que supporter des Hurricanes payer $5 000 pour aller voir son équipe prendre une dérouillée en finale, ça doit pas faire plaisir. Après, est-ce que ça va arriver? C'est toujours pareil, hein, sur une finale. La défense de Miami est costaud, mais néanmoins, l'attaque d'Indiana est aussi très costaud. Et là où je pense où ça va se jouer, c'est que la défense d'Indiana va peut-être prendre un peu plus le pli sur l'attaque de Miami, qui, je pense, est un peu en deçà en termes de réponse par rapport à cette défense d'Indiana, qui est effectivement, là, dans les playoffs, qui a pris une envergure assez impressionnante, et ce qu'on a pu voir contre Oregon, parce qu'effectivement, Oregon, ils ont pris une belle piquette, mais ça reste néanmoins un programme très très sérieux, très très costaud. Ils se sont quand même fait marcher dessus gentiment, enfin pas que gentiment d'ailleurs, mais ça reste du costaud. Donc c'est-à-dire que Miami, même si c'est costaud, en face, c'est du lourd. Les D-line, c'est du lourd. Ça met une grosse pression. Les linebackers, les DB, enfin vraiment, ça joue bien. Ça a de l'expérience. On n'arrête pas de le dire, hein. C'est des joueurs qui sont expérimentés, qui produisent en attaque comme en défense. Donc, effectivement, tout penche en faveur d'Indiana. Et puis voilà, une saison parfaite. Je suis pas sûr qu'on est prêt à en revoir une d'ici quelques années, donc c'est toujours sympa. Et puis c'est vrai que ils sortent un peu de nulle, enfin pas de nulle part, parce que voilà, on savait que c'était une grosse équipe. On les attendait en tout cas pas à ce niveau-là, là, clairement. Donc ça reste une belle surprise. Voilà, mon côté romanesque reprend vite le dessus, et c'est vrai que c'est une belle histoire. Voilà, c'est une belle histoire du college football, même si ça joue avec les règles, et puis il peut y avoir quelques discussions sur l'âge de certains, mais ça reste en plus, voilà, Mendoza qui attrape le Heisman, complètement mérité cette année, on l'a déjà dit. C'est une belle histoire, le Heisman qui gagne aussi le championnat national. Enfin, ça reste, pour eux, ça serait une saison parfaite. Ça serait dommage qu'elle soit gâchée, effectivement. Surtout puis lui, en plus, notre ami Mendoza, qui est originaire de Miami, est juste à côté de l'université de Miami en plus. Donc ça lui boucle un peu la boucle. Donc oui, effectivement, moi aussi, je suis un peu partagé pour Indiana, parce que effectivement, je suis moins émotif que notre ami Bertrand, mais ouais, je trouve que c'est quand même une belle histoire aussi, et puis surtout une belle réussite, parce que voilà, il y a 3 ans, c'était au fond du seau, Indiana. Ça montre à tout le monde que c'est possible. Si eux l'ont fait, tout le monde peut le faire. Enfin, tout le monde dans le Power 4 en tout cas peut le faire. On l'a vu aussi dans une moindre mesure un peu, mais Vanderbilt, par exemple, pour moi aussi, c'était un peu dans le même genre. Une équipe, voilà, il y a 3 ans, c'était 0. Et maintenant, c'était 2. Ils sont quand même... voilà, moi, j'avais dit que je trouvais un peu injuste qu'ils ne soient pas en playoff, justement. Donc, voilà, ça montre que c'est possible. Donc, aux autres de bien travailler. Hein. Et c'est pas qu'une question de mettre du blé sur la table. À un moment donné, il faut aussi bien travailler. Donc, je trouve que c'est bien. Et dans un sens, c'est encourageant pour tout le monde. Donc, plutôt en faveur d'Indiana. Et puis pour Miami qui joue à domicile, je trouve que Miami, voilà, ils ont fait un peu, ils ont mélangé un peu tout. Ils ont sorti le chèque quand il fallait le sortir. Ils ont fait les recrutements aussi dans les high schools qu'il fallait. On a vu justement avec le Malakai Touné, qui est un true freshman. Je ne sais même pas s'il a 18 ans, le gamin. Ou peut-être qu'il doit avoir 18 ans.
qui fait un peu le show pour leur équipe, hein. Je crois que le match d'avant, il avait été bien contré, et puis ce match-là, par contre, Voilà. il s'est fait plaisir. Donc ouais, c'est un peu des philosophies qui s'affrontent, et je trouve ça bien aussi. Tu nous as bien attisé pour la finale. J'avais juste entendu déjà une histoire sur les deux frères Mendoza en Floride, mais je pense que c'est pas les mêmes à mon avis. Ça doit pas être la même histoire. Vous avez entendu parler des deux frères Mendoza en Floride? C'est les deux qui ont assassiné leurs parents, hein. Vous avez entendu Non, parler de j'ai ça? pas Ah Ah, non, vous je avez pas... connais ça. La On passe Floride pour est le assez connue sordide. pour les Ouais. dingueries. Donc, Les Mendoza, à mon avis, il doit y en avoir beaucoup, mais je pense que les personnes qui nous écoutent ont dû entendre. Il y a même une série, je crois, qui est passée sur Netflix, des deux frères Mendoza qui ont assassiné leurs parents. Voilà, mais c'est pas les mêmes Mendoza au Moi, cas où. j'espère qu'ils seront pas au match, en tout cas, parce que. Non. Non, mais ils sont en prison là, du coup, donc ça va. Voilà, pour l'instant, tout va bien. Et, cela dit aussi, d'ailleurs, et il a noté quand même comme le jeune frère qui est dans l'équipe d'Indiana, ça fait aussi une belle Oui, ça fait une belle histoire d'avoir histoire. ah les bah deux ouais, frères champions en même temps. C'est quand c'est pour ça, même, ouais. c'est pas tous les jours non plus, je pense. Justement, avant de passer sur cette finale, dernière petite chose que je voulais avoir votre avis pour parler un peu d'Oregon et surtout de Dante Moore, qui était justement annoncé assez haut pour la prochaine draft. Il y a eu un match quand même assez compliqué, même si bon, il a quand même montré certaines choses. Est-ce que pour vous, ce match-là va lui coûter très cher et va bien chuter au niveau de la draft, ou alors il est juste tombé sur une équipe plus forte et ça va pas avoir trop de conséquences? On va commencer par toi, du coup, Bertrand, si tu me donnes ton petit avis sur Dante Moore. La problématique, c'est un peu la thématique de l'urgence en NFL, d'avoir quelqu'un qui soit tout de suite prêt, qui soit tout de suite prêt à jouer. Enfin, on sait que les scouts NFL, et j'ai peur que malheureusement ce match-là lui ait fait quand même du mal. Parce que même si on l'a dit tout à l'heure, hein, la première interception, c'est le premier jeu Ouais, du premier match. jeu. Ouais. Il y a la pression, il y a tout ça. Je rappelle que ça reste des jeunes. Hein. C'est quand même pas facile jouer devant 80 000 personnes quand on a leur âge. Enfin, moi, j'aurais pas été capable de le faire. Je suis toujours pas capable de le faire. J'ai même pas le niveau, mais encore moins le mental pour le faire. Il a quand même vécu un match un peu cauchemardesque, hein, mais même si derrière il a quand même fait, il a fait des belles passes et tout ça, mais quand on a 2 fumbles à son actif, plus un pick six, enfin on lance un pick six, c'est les scouts NFL, ils aiment pas trop ça. Voilà, ils aiment pas trop ça, et c'est dommage parce que statistiquement il fait une bonne saison. Il est quand même en termes de potentiel, je trouve effectivement. Déjà il est moins âgé que Mendoza aussi, hein, ça il faut quand même le dire. Donc c'est à dire que potentiellement, il peut quand même, Développé, ouais. il peut se développer quand même un peu plus. Euh, ça serait dommageable pour lui parce que bon, j'ai rien particulièrement contre lui. Enfin voilà, moi je le trouve assez talentueux. Hein. Il y a pas à tortiller du cul comme on dit. Hein. Enfin voilà, il est talentueux, mais j'ai peur que dans le contexte actuel maintenant du recrutement où faut que tout aille vite, même en NFL, j'ai peur que ça lui ait joué un peu un préjudice. Quoi. J'espère pas pour lui. Il mérite pas, mais j'ai peur. Surtout qu'en plus, on en a parlé du calendrier d'Oregon, ils n'ont pas joué non plus des foudres de guerre cette saison. Donc compliqué de pouvoir juger sur ce qu'il a pu montrer, même s'il a quand même été correct, je trouve, en playoff. Une question pour toi, du coup, Rosu, qu'est-ce que tu penses pour Dante Moore? Moi, je pense pas forcément que ça lui porte trop préjudice, à part que effectivement le premier pick, ça penche plutôt du côté de Mendoza, mais pour le reste, voilà, il y a beaucoup d'équipes en NFL qui ont des besoins en quarterback. Il n'y a pas une concurrence exacerbée, donc pour moi, de Aussi, toute ouais. façon, il sera piqué quand même assez haut, hein, quoi qu'il en soit. De toute façon, je crois qu'Oregon, ils ont recruté un autre gars, Raiola, Ouais. pour l'année prochaine. Donc en gros, ils le foutent dehors, quoi. Oui, Plus ou moins, clairement. ou en tout cas, il Oui. remplace déjà, sachant qu'il va en NFL, mais pour moi, il n'y a aucune raison qu'il n'y aille pas. Et dans un sens, je pense qu'il est tombé sur une défense super bien préparée, et je trouve qu'il a quand même montré quand même du répondant en pas mal d'endroits. C'est pas Par exemple, écroulé, ouais, c'est vrai. le deuxième drive qu'ils font, il est correct. Après avoir commencé le match comme il l'a commencé, bon, pour le coup, franchement, balèze. Et puis après, même après les fumbles, on peut dire ouais, il a fait plein de fumbles. Franchement, ils sont pas tellement pour lui non plus.
Donc, donc, moi, je trouve qu'il y a, au contraire, il a montré dans l'adversité un certain répondant, et moi, je trouve ça plutôt positif, en tout cas. Ok, bah du coup on aura l'occasion d'avoir vos avis quand on fera le mock draft là dans quelques semaines. Bon, en tout cas c'est intéressant. Bon, je pense quand même, moi personnellement, pour répondre un peu aussi à la question, c'est sûr que j'ai quand même été étonné qu'il a pu quand même montrer qu'il s'est pas écroulé totalement dans cette rencontre. Après, alors je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il va être drafté quoi qu'il arrive, parce que le truc c'est comme Rosu l'a très bien dit, il n'y a pas énorme concurrence. Il y a tellement d'équipes qui ont besoin d'avoir un QB qu'il n'y a pas énormément de concurrence. Mais par contre, je pense quand même qu'il risque de peut-être un peu glisser. Je trouverais particulier qu'il se retrouve en deux aux Jets ou Raiders, je sais plus quelle équipe, il faut regarder quelle équipe a le 1. En tout cas, le 1, ce sera Mendoza. En 2, bon, même si les deux ont un gros besoin, j'irais limite peut-être plus chercher un QB un peu plus expérimenté de la ligue et justement tenter ma chance si je suis toujours dans le creux pour la saison prochaine. Il risque d'avoir plus de QB performants normalement. Mais bon, ça, ce sera à voir. On aura l'occasion d'en discuter. On va passer directement à cette preview de cette finale de playoff. Donc, vous l'avez compris, qui affrontera Miami face à Indiana. Indiana qui est toujours invaincu en 15-0. Ce match sera donc lundi soir à 1h30 du matin, heure française. Il me semble que ce sera diffusé sur Beansport pour ceux qui se lèveront pour ce match. Donc cette finale sera donc au Hard Rock Stadium, qui est le stade des Miami Dolphins, qui ont déjà vu un match s'affronter. Je me souviens plus c'était quel match. Qui est le stade des Miami Hurricanes aussi. Hein. Aussi, ouais. Exact. Et je me souviens plus quel match. Bon, ils ont déjà eu un match de playoff qui s'est joué là. Je pense que c'était le Oregon Texas Tech, mais bon, je me souviens plus. Enfin bref. Ouais. En tout cas, dans cette rencontre, on a évidemment, malgré le fait que Miami soit à domicile, Indiana qui est largement favori au vu des bookmakers. Je suis quand même d'avis à dire que une finale, ça se joue. On ne sait pas ce qui peut arriver. Je vais donner un petit exemple type. Indiana, pour l'instant, j'ai pas vu Mendoza passer à côté d'un match. Est-ce qu'il va le faire en finale? Je n'espère pas. Mais en tout cas, pour le moment, je ne l'ai pas vu passer à côté d'un match. Si Mendoza passe un peu à travers de son match en sachant qu'il y a quand même une défense assez solide en face, ça peut rebattre les cartes un peu. Par contre, s'il reste sérieux et focus et qu'il a l'air confiant en plus comme il est, je pense que ça risque de très bien fonctionner. Ils ont pu affronter des défenses assez solides. On a vu quand même quand ils ont pu affronter même une équipe comme Ohio State qui a quand même une très bonne défense, il a su trouver les solutions. Donc je pense que pour moi, ça devrait le faire pour Indiana. Du coup, on va commencer par toi, Rosus. Tu peux nous donner ton petit avis sur cette rencontre? Comme tu dis, en match, ça se joue. Hein, tout peut tourner assez vite. Il peut y avoir une boulette, ce qui est arrivé à Dante Moore. Tout à fait, ouais. Ça ne pourrait pas lui arriver. Hein. On a vu justement Miami faire à peu près la même chose dans les matchs précédents avec leur cornerback Scott, je crois, qui a fait des gros matchs depuis qu'il est revenu. Donc il y a de la qualité à Miami. Voilà, j'ai l'impression qu'il prêche un peu la même chose en termes d'agressivité, etc. sur les lignes. Donc on va voir qui aura la plus puissante. Ils ont un gros running back, Miami. Je pense que voilà, ils ont fait un peu la même chose contre Ole Miss, c'est-à-dire que tant que le running back il enchaîne ses courses de 5 yards, Mendoza il reste sur le banc. Donc voilà, c'est une chose à prendre en compte aussi pour. On va voir si Indiana va pouvoir résister. Ils ont quand même laissé un peu la place des fois à Oregon, alors que Oregon ils avaient un running back beaucoup moins expérimenté pour le coup dans cette demi-finale. Donc je pense que voilà, le jeu de course de Miami, attention. Le jeu de passe de Miami, attention aussi parce qu'ils ont quand même des joueurs explosifs. Donc voilà, comme on dit, les mecs ils étaient pas 5 étoiles, etc. Il y a aussi une raison, c'est que les mecs, leur 40 yards dash, il est pas extraordinaire. Leur bench press, il est pas forcément extraordinaire.
alors que les gars d'en face, eux, ils sont là pour ça. Hein. C'est autre chose. Ils ont été pris parce que c'était ce qu'il y avait de mieux quasiment en Floride ou ailleurs, là où il y a beaucoup de recrues. Donc voilà, en termes de capacité athlétique, on va dire à la base, je pense que le roster de Miami, il n'a pas forcément à avoir peur de celui d'Indiana. Et en termes, voilà, je pense que c'est en termes d'exécution que Indiana a l'air au-dessus par rapport au reste. Mais voilà, Miami, moi je pense que s'ils font pas de boulettes avec des pénalités un peu à la con comme ils ont pu faire, ils ont quand même leur chance. Par contre, s'ils commencent à se tirer des balles dans le pied, ça va être difficile, quoi. Donc voilà, je pense que c'est surtout est-ce que Miami sera sérieux et fera pas de pénalités, pas de boulettes. Dans ce cas-là, il peut y avoir match. Si par contre Miami commence à tomber dans ses travers, là, ça va être compliqué. Parce que j'ai vu justement passer une stat par rapport à ça lors du match d'Indiana. C'est une des équipes qui prend le moins de pénalités cette saison. C'est une équipe qui est très appliquée et justement, c'est très important dans ce genre de rencontre. Avant de te passer la main, Bertrand, justement, tu as relevé un truc très intéressant. On a l'habitude de le dire assez souvent qu'une équipe, surtout offensive, se construit grâce à sa ligne. Je suis content de voir que ces deux équipes qui ont de très très grosses lignes offensives quand même, qui se retrouvent là en finale et c'est pas pour rien. Je pense que Bertrand il va être d'accord avec moi, mais si à Texas on aurait pu avoir une de ces deux lignes cette saison, je Juste pense la qu'on moitié aurait... déjà. Ouais, juste la moitié, on n'aurait pas fait. Et pour toi aussi en fait, à South Carolina, je pense que Toutes les bon, équipes. Hein. ouais, toutes les équipes Les en fait, équipes, hein. si t'avais pu avoir la chance d'avoir une telle line, je pense que ça aurait pu changer beaucoup de choses. Du coup, Bertrand, je te laisse nous donner un petit peu ton avis sur cette finale. Eh ben, alors effectivement, une finale, voilà, ça se joue. On sait à quel point une finale, ça peut être ouvert, parce que c'est le principe. Hein, c'est voilà, là où je suis tout à fait d'accord avec Rosu, ça va être. Je pense que le diable se cache dans les détails, dans l'exécution et dans la discipline, clairement. Et là, effectivement, ça penche du côté d'Indiana et des Hoosiers plutôt que du côté de Miami, qui effectivement est beaucoup moins discipliné. Ça, c'est un fait. On peut regarder les stats au niveau du nombre de flags, mais aussi dans l'attitude des joueurs. On voit que Miami, voilà, bon, c'est Miami, c'est la Floride, donc c'est exubérant, ça trash talk, ça, voilà. Ça a l'air d'être un peu moins le cas du côté d'Indiana. Et si effectivement il y a 2-3 boulettes qui se font du côté des Hurricanes, j'ai peur que ça parte vite un peu en cacahuète, de leur côté en tout cas. Voilà, après, on en a parlé tout à l'heure, hein, les Hoosiers, ils sont à un match de la saison parfaite. Ils sont costauds des deux côtés de la ligne. Bon, c'est aussi le cas de Miami, hein, mais effectivement, est-ce que l'expérience gagnera face à la jeunesse et peut-être à l'insolence de la jeunesse aussi, parce que c'est aussi ce qui fait la jeunesse et aux capacités athlétiques, voilà, comme l'a dit Rosu, effectivement, en face, c'est des mecs qui sont pas là pour rien, ils ont été recrutés parce que leurs capacités athlétiques sont costauds, donc si un Malakai Touné, hein, dont on parlait tout à l'heure, en plus il est né à Miami, il a grandi à Miami, il joue dans l'équipe qu'il souhaite, donc c'est quand même des motivations quand même supérieures. Il va avoir, je pense, une partie de sa famille dans le stade, voir des potes qui vont le regarder dehors. Enfin bref, il joue le match de sa vie chez lui à domicile. Ça joue quand même pas mal aussi sur le momentum et sur la confiance. On sait qu'au foot américain, c'est important. Moi, je pense qu'on va avoir une finale bien plus serrée que les statistiques nous donnent, hein, parce que sur ESPN, je crois que ça donne Indiana vainqueur à près de 70%. Voilà. Je suis pas sûr que le déséquilibre soit aussi important que ça. Et puis, je le rappelle, les motivations des deux équipes. Hein, Indiana va vouloir sa saison parfaite. Miami va vouloir prouver que c'est pas parce qu'ils ont perdu 2 matchs qu'ils peuvent pas le faire et ils jouent à domicile. Moi, je pense que ça a tendance à s'équilibrer, hein, sur les forces. Voilà. Là où ça va jouer, je pense que peut-être la défense d'Indiana est un tout petit peu supérieure à l'attaque de Miami, mais néanmoins, ça reste un tout petit avantage qui ne veut pas me dire qu'ils vont mettre 50 points à Miami à la fin du match.
Et puis, dans un sens, on n'a pas trop vu non plus Indiana avoir à courir après le score. C'est ça. Suivant le scénario du match, est-ce que si Miami voilà, a de la réussite en début de match et prend un petit peu d'avance, sachant qu'on a dit justement qu'ils avaient un jeu de course assez dingue avec Fletcher et la O-line, ça va peut-être mettre un peu d'amis d'Indiana dans l'embarras. Est-ce qu'ils resteront aussi propres et aussi méticuleux qu'ils l'ont été dans ces derniers matchs? Ça reste à prouver aussi. Donc, c'est sûr que même s'ils perdent de 21 points à un moment, par exemple avant la mi-temps, bon, ce sera quand même un peu tôt pour les mettre par la fenêtre. Pour le coup, je n'irai pas me coucher à la mi-temps, même s'il y a un écart substantiel, on va dire. Pas jeter le bébé Mais, avec l'eau du bain trop vite. mais dans un sens, voilà, je demande à voir aussi s'ils pourront résister un peu à la pression, s'ils se retrouvent dans une position inconfortable. Si ils se retrouvent dans une position inconfortable, ce qui n'est pas gagné. Justement, ça va être mes 2 derniers petits points que j'ai envie de vous demander. Après, je vous laisse tranquille, promis. Est-ce que déjà le fait que Miami soit à domicile, ça peut jouer dans la balance pour équilibrer un peu les choses? Et justement, comme tu l'as très bien dit, Indiana ont quand même écrasé la plupart de leurs adversaires, surtout les 2 dernières rencontres. On les a jamais vraiment vus en difficulté. On ne sait pas trop, Mendoza, comment il peut justement rebondir face à la difficulté. Est-ce que se retrouver face à une grosse défense comme ça, qui peut peut-être les mettre en difficulté, ça a peut-être joué dans la balance, le fait d'être à domicile, le fait de les mettre un peu dans le dur? Est-ce que vous pensez que c'est des paramètres qui peuvent compter? Commencer par toi, du coup, Bertrand. Alors sur le côté domicile, je suis pas certain parce que je suis pas sûr que s'il y ait beaucoup plus de supporters des Ouais. Hurricanes dans les travées du stade, vu le prix des places, je suis pas certain que ça soit accessible vraiment à tous les supporters des Hurricanes. Et puis on l'a vu, hein, le dernier match, là, Indiana, leur fanbase, quand on regardait les travées du stade, il y avait beaucoup plus de rouge que de vert de Oregon. Donc, je pense que c'est aussi des gens qui vont bouger un peu plus. Je suis pas certain que le domicile, bon, ils connaissent le terrain très bien. Je suis pas sûr que le bruit penche plus en faveur de l'un ou de l'autre. Ça reste des matchs, comme le Super Bowl, hein, qui sont pas forcément très accessibles pour les supporters du quotidien, ce genre de match. Donc voilà, je suis pas sûr. Voilà, je suis même quasi certain que ça va pas être un avantage particulier. Là où je rejoins Rosus, ce qu'on disait tout à l'heure aussi, hein, c'est que Miami a eu une saison quand même plus tumultueuse, donc logique, a plus d'expérience de courir après le score, a plus d'expérience dans l'adversité. Ça forge le caractère, clairement. Ce que Indiana n'a pas connu cette année, un tout petit peu face aux Buckeyes de Ohio State, où ça a été un match un tout petit peu compliqué pour eux. Mais quand on voit le premier tour d'Ohio State, on peut se poser quelques questions. Je suis pas sûr qu'il y ait un avantage. Moi, je le répète, les stats disent 70% Indiana. Je pencherais plus pour un match bien plus serré. Et puis effectivement, même si Indiana à la mi-temps, peut-être s'ils sont dans une situation un peu périlleuse, et ben c'est pas pour autant que je jetterai le bébé avec l'eau du bain, parce que Signetti, c'est pas le premier venu non plus. Il a des joueurs expérimentés aussi qui ont vécu d'autres matchs et d'autres saisons un peu difficiles. Donc il y a de la ressource des deux côtés, il y a du coaching des deux côtés. C'est, à mon sens, moi je pense, une finale bien plus ouverte que ce qui peut y paraître au niveau statistique. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Bon, sans faire trop de généralité, je pense quand même qu'il y a un peu plus d'argent à Miami que dans l'État d'Indiana, hein, pour acheter les places. Ceux qui ont de l'argent ne sont pas forcément des supporters de football. J'avoue, pas sûr qu'ils viennent. Et pas ceux qui font plus de bruit. Justement, moi, je suis pas un grand fan de Miami, justement, parce que leur stade, je trouve que voilà, ils sentent pas la passion comme C'est un stade NFL, quoi. C'est pas... comme beaucoup d'autres universités. Les supporters d'Indiana, je pense que ça fait depuis la nuit des temps qu'ils attendent ça.
Je pense que s'il y a un match pour lequel ils vont claquer les 5000 balles, c'est bien celui-là. C'est clair. Donc, moi, je ne serais pas surpris d'avoir beaucoup de fans d'Indiana, là. À moins qu'ils deviennent enfin, et ça, ils ne peuvent pas le savoir, que ce soit un gagnant, une grosse université dans l'avenir. Mais en tout cas, pour l'instant, ils ont mangé tellement leur pain noir pendant des années et des années que là, je vois pas Ah, c'est pourquoi clair, c'est l'événement pour pour eux, c'est le match à pas rater, hein. Donc ouais, pour moi, je pense que le match à domicile à Miami, en plus, comme le Mendoza, il est de Miami aussi. Voilà, tous ceux qui n'aiment pas The U à Miami, on va être plus en faveur des autres, peut-être. Donc on verra. J'espère qu'il n'y aura pas trop de place attribuée aux sponsors et autres trucs de ce genre, même si on sait que c'est la tendance. C'est la tendance, mais je pense qu'il y a beaucoup de supporters d'Indiana qui se diront s'il y a une fois dans ma vie où je dois claquer 5000 balles pour un billet, maintenant, c'est celui-là. Ouais, d'accord. Et donc, du coup, pour l'autre petit point, le fait qu'Indiana n'ait pas encore trop connu l'adversité, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut jouer contre eux ou ils sont tellement Ouais, sereins? comme je l'ai dit avant, ça Mm. mérite d'être vu, mais bon. Je pense qu'il n'y a pas de raison. Ce que j'espère, c'est que voilà, qu'il n'y ait pas une succession d'événements qui tuent le match rapidement. J'aimerais bien que ça tienne longtemps. Après, on a vu quand même contre Ohio State, contre Penn State, ils ont été quand même à la peine aussi, Indiana. C'est vrai qu'ils restent sur des grosses tôles là, C'est vrai. récemment, mais bon, ils ont quand même eu des matchs où c'était pas si facile. Contre Penn State, franchement, c'est limite un miracle quand même qu'ils s'en sortent. Ouais, très étonnant d'ailleurs. Donc voilà, il ne faut pas qu'eux aussi ils aient pris trop la confiance, justement, avec ces grosses tôles. Donc, moi, en tout cas, je trouve que c'est une belle finale pour le coup. On est d'accord. Je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas une équipe SEC qui soit là. Évidemment. Mais en tout cas, Miami, ils n'ont pas volé leur place. Indiana non plus. Donc, belle finale. Comme on l'a dit, il y a vraiment deux styles de joueurs, deux styles de pas vraiment de coach, remarque, mais bon, quand même deux philosophies en termes de recrutement et de composition de l'équipe. Donc c'est une belle opposition. C'est pas deux équipes complètement similaires qui s'affrontent. Donc moi, je trouve ça bien. Belle finale en tout cas. Et j'attends de voir. Et je pense qu'à mon avis, on aura un beau match, quoi qu'il en soit, en espérant que ce soit pas plié trop tôt. Oui. Ah, d'accord, je pense que là-dessus, on est tous les trois d'accord que ça risque d'être un peu plus serré que prévu. Même si, bon, on avait pu l'annoncer, et je l'avais annoncé aussi contre Alabama, hein. Pourtant, il y a eu un no-match, donc j'espère que je vais pas me tromper cette fois-ci, et qu'on va avoir un match un peu plus serré. Ouais, moi, c'est ce que j'espère vraiment éviter, c'est un truc de ce genre-là. Bah ouais, si on a le même match que certain. face à Oregon ou Alabama, ça risque d'être compliqué. Si Ouais. on a une finale à sens unique, c'est quand même vachement moins drôle à regarder, surtout à 1h30 du matin. Ah bah c'est clair, ouais, c'est vraiment pour ça. Surtout un lundi soir en plus. Surtout pour aller au boulot le lendemain. Ils ont bien choisi leur jour, hein. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup à vous. Je pense qu'on a été assez complet. Bon, on voulait faire un truc un peu plus light pour vous, mais finalement, on a quand même été assez long et sur tous ces différents sujets. On aura du coup l'occasion donc la semaine prochaine de pouvoir vous parler de cette finale. Et on essaiera de vous mettre un autre petit sujet en plus pour être un peu plus complet. On continuera à vous donner quelques infos sur la suite. Évidemment, on va continuer à essayer de créer un peu de contenu autour de ça, surtout autour de l'intersaison et donc potentiellement les joueurs qui vont être draftés. En tout cas, merci à vous de nous écouter, de nous suivre. On a encore eu quelques retours assez sympas sur les réseaux. C'est toujours cool de voir que ce qu'on fait plaît aux gens, évidemment, même si on fait pas ça pour la fame. C'est toujours cool d'avoir des bons retours. Merci à vous deux et on vous souhaite une très bonne journée et très bonne soirée selon laquelle vous écoutez ce podcast. Salut, ciao, ciao. Salut à tous. Ciao tout le monde.